titre, en tout cas, dans notre patrimoine musical. C'est Lakota, ainsi, qui vibrait au son de la matinale. Vous l'aurez constaté, nous sommes donc en direct et avec vous, nous partageons ce matin dans notre rubrique Agriculture un instrument assez particulier. C'était ici la chanson Kouklizia. Vous vous rappelez du Papa National, c'était le prénom chaleureux qu'on donnait à François Louga, parti un peu trop tôt, à l'âge de 55 ans, en 1997. Avec donc cet artiste pétri de talent, nous allons discuter de cet instrument qui est assez particulier. En tout cas, sous nos cieux, c'est pas vraiment très usité, mais lui, il a la dextérité de pouvoir le manipuler. Avec lui, on va parler du saxophone, bien sûr, juste après ceci. Liam Sax, bonjour. Bonjour. Il a même le saxophone en sobriquet aussi, c'est ça? Oui. C'est le diminutif du saxophone qui fait Liam Sax. Justement, Liam Sax. En tout cas, bienvenue sur notre plateau. On a pu déguster ces belles notes-là à travers votre instrument de prédilection qui est le saxophone. Déjà, comment pourrait-on savoir l'origine et l'historique du saxophone avec vous? Déjà, il faut savoir que le saxophone a été inventé par un homme qu'on appelle Adolphe Sax.
dans les années 1800, 1830 par là. Et il a été breveté le 21 mars 1846 à Paris. Voilà, c'est de là que le sax a été inventé, en fait. D'accord. Et donc, de la genèse du saxophone dans ces années 1830, là, aujourd'hui, c'est un instrument qu'on retrouve un peu partout, mais pas forcément tellement bien vu. Et quand je dis bien vu, c'est pas par rapport à sa noblesse, mais c'est par rapport à son utilité. On ne voit pas, en tout cas, plein de personnes jouer du saxophone, comme par exemple du djembé. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Bon, je dirais que c'est dans ce dernier temps. Parce qu'il faut le reconnaître, surtout en Afrique. Sinon, en Europe, aux États-Unis, c'est vraiment utilisé. Mais en Afrique, il y a eu une période où, je veux dire, avec les pères de la musique, les François Louga, Ernesto Dédier, les Gadi Célier et autres, où on utilisait beaucoup les instruments avant. Dans les orchestres, on utilisait beaucoup les sections cuivres. Donc, le saxophone intervenait beaucoup dans les trucs. On a connu un groupe aussi comme Awana, où on écoutait beaucoup de saxophonistes tels que Manu Yodin. Voilà, donc c'est surtout ces derniers temps avec l'arrivée, je dirais, des synthétiseurs, qui ont fait qu'on n'utilise plus beaucoup d'instruments avant sur les scènes, même dans les studios. Les arrangeurs préfèrent utiliser les synthétiseurs pour faire tout ce qu'ils ont à faire. Et c'est vrai que quand on se cantonne à notre continent africain en particulier, on ne peut pas occulter le père, pour ainsi dire, du saxophone ici en Afrique, feu Manu Dibango. Je suis sûre que vous avez pu le rencontrer, j'espère. Oui, on a eu à faire même 2 émissions ensemble. Il y a 3 émissions ensemble avec Manu Dibango. Et finalement, avant de revenir à nos questions sur le saxophone en tant que tel, mais pouvoir partager cette petite anecdote-là, qu'est-ce que vous avez ressenti? C'est toute une fierté. Pour un saxophoniste, je dirais, pour un jeune saxophoniste par rapport à lui, c'est une fierté de collaborer, de participer à une émission en plus, avec le grand feu Manu Dibango, mais c'est une fierté. On est fiers quand même, on sait quand même qu'on a quand même bossé. Voilà. Et justement, lors de ces rencontres, qu'est-ce qu'on fait au-delà de partager la joie de voir une figure, on va dire, colossale même de la musique, en termes d'acquis sur l'instrument? Est-ce qu'il vous donne des secrets? Et comment ça se passe? Absolument. Ce sont des rencontres de partage. De partage, je dirais, de père à fils. De partage, de conseils. Petit-fils même peut-être? Oui, de petit-fils même, si je peux dire. De partage surtout. Parce que là, il était beaucoup expérimenté, donc on a beaucoup échangé. En tout cas, il m'a donné beaucoup de choses, m'a conseillé de faire beaucoup de choses aussi. Il m'a aussi encouragé dans beaucoup de choses. Donc, on prend toujours beaucoup de choses avec lui. C'est important. Et ces choses-là, vous allez nous encore les partager aussi, parce que nous sommes sur une table du donner et du recevoir. On parlait tantôt de l'importance, sinon même de la présence du saxophone dans les musiques, dans une démarche historique. On a bien compris que dans les années peut-être 1970 ou même 60, à l'orée de l'indépendance, nos musiciens utilisaient beaucoup le saxophone. Mais la décadence est arrivée à quel moment précisément? Bon, je dirais, sur le plan africain, de manière générale, il y a encore des pays qui utilisent encore le saxophone, tels que le Nigeria. Le Nigeria, il y a beaucoup de saxophonistes au Nigeria. En Côte d'Ivoire, il y a eu un moment où, je peux dire, il y a eu une baisse carrément de son utilisation sur le terrain, sur les scènes. Mais il faut reconnaître que ces derniers temps, il y a quand même une génération qui est en train de naître avec des saxophonistes. Il y a beaucoup de personnes qui commencent à s'intéresser à l'instrument. Et ça donne quoi comme sonorité finalement, son utilité dans des compositions? Oui, puisque c'est un instrument mélodique. Donc forcément, il fait rêver. Il donne des mélodies pour faire rêver. Voilà, c'est juste. C'est important. Et par rapport à ce que vous nous dites ici, c'est vrai qu'on a d'autres sonorités avec de nouveaux concepts de musique et de chansons. Est-ce à dire que l'association n'est pas possible? Pourquoi ce délaissement-là du saxophone dans ses compositions, dans ses créations de chansons? Bon, généralement, on a toujours pris le saxophone pour un instrument, comme je disais tout à l'heure, mélodique, surtout qui fait rêver. Donc, on a tendance à l'associer à des morceaux, je dirais, smooth jazz, des morceaux jazz, peut-être plus des morceaux slow, en fait. Donc, du coup, les arrangeurs se voient mal.
d'introduire quand même des sonneries de saxophone dans les morceaux comme le coupé-décalé, par exemple, ou comme le zouglou. Mais vous, de votre avis, vous pensez que c'est possible de faire ce mixage-là? Oui, c'est possible. C'est possible. On peut tout faire, c'est un instrument mélodique, on peut tout faire avec. Il suffit seulement de savoir l'introduire dans les morceaux. On peut voir même qu'il y a des morceaux zouglou, où il y a des sections cuivres. Le saxophone intervient. Bon, on peut dire le coupé décalé encore, bon, il reste encore un peu, mais il faut trouver quand même le moyen. Il faut poursuivre la recherche, il faut pousser aussi la recherche pour pouvoir apporter une plus-value à la musique, aux sonorités que l'on offre. On va aussi, pourquoi pas, parler de vos amours débutants avec le saxophone. Ça commence comment, finalement? Vous n'êtes pas né avec un saxophone dans les mains? Non, pas du tout. J'ai commencé pianiste, pianiste de jazz, pianiste professionnel en plus. Et c'est quelques années plus tard que j'ai fini par m'approcher sur le saxophone. Voilà, donc au début, c'est comme tout nouveau métier, hein, c'est pas facile. Oui. Donc, au début, il a fallu s'adapter, il a fallu vraiment rentrer. Mais je veux dire aussi que j'ai eu la chance. Parce que, il faut le dire, Dieu m'a fait quand même la grâce de tomber sur des personnes pour me montrer le chemin, pour m'indiquer. Des personnes comme Dadzi Bebeto, qui était le chef d'orchestre de Gadi Sely en ce temps, qui m'a vraiment montré le chemin. D'accord. Et ça, il faut le reconnaître. Des gens comme le vieux Manu Dibango, pour te montrer encore le chemin, c'est quand même une chance. Oui, c'est clair que c'est une grâce même, finalement. Et c'est vrai qu'ils vous ont montré beaucoup de choses. Nous, on voudrait aussi que vous puissiez nous montrer le saxophone, là, ici, sur cette table-là, et puis peut-être nous décrypter un peu pour les novices. D'accord. Pourquoi pas? Bon. Là, c'est un instrument à vent. C'est vrai qu'il paraît comme un cuivre, mais c'est un instrument à vent. D'accord. De la famille des bois, parce qu'on le joue avec une anse, avec ce bois-là. Okay. C'est lui qui donne... Ce sont ces vibrations qui donnent le son, en fait. Okay. Voilà. Et le saxophone a plusieurs parties. D'abord, il y a le corps de l'instrument qui est là. Il y a aussi le bocal, celui-là, qu'on démonte. On a le bec qui est là. On a le bec du saxophone qui est là, de l'instrument. On a le bocal, on a le corps, puis on a le pavillon. Et grâce à la dextérité de Félicité Soro, hein, on peut décrypter avec vous toutes les membranes, sinon les parties du saxophone. Et puis là, on a les notes, ici. On a les notes. On a au moins 23 à 24 notes sur le saxophone. Et ce sont ces notes-là qui sont posées sur partition et qu'il faut apprendre par cœur et puis pouvoir les exécuter? Oui, non seulement... Au lancer de voix? Oui, poser sur une partition, oui. Et puis, il faut surtout comprendre la musique. Je le dirais, il faut toujours comprendre la musique parce que les gens ont tendance à croire que le musicien, c'est parce qu'il n'a rien à faire avec les musiciens. C'est faux. La musique, c'est une étude qui... Je peux dire, c'est un art qui demande beaucoup de travail. Et justement, parlons de travail. Est-ce que vous arrivez véritablement à trouver des scènes d'expression? Et puis, est-ce que vous vivez véritablement aussi de votre art en exerçant avec cet instrument? Bon, personnellement, Dieu me fait grâce de vivre bien de mon art. Ah, mais vous avez de la chance, hein, Liam Sachs. C'est ça que je dis, c'est de la chance. Dieu me fait grâce, en tout cas. Je le dis, c'est la grâce. Parce que je dis toujours, le talent ne suffit pas. On peut être virtuose, on peut avoir une bonne communication, mais ça ne suffit pas. Il faut que Dieu donne des opportunités. Et les opportunités, c'est Dieu qui les donne. Voilà. Et en Côte d'Ivoire aussi, il faut le reconnaître, ces derniers temps, on a quand même des lucarnes d'expression. Avant, les gens n'avaient seulement que des coins comme des cabarets ou des boîtes de nuit pour s'exprimer. Et aujourd'hui, ça prend quelle forme, justement, ces lucarnes? Actuellement, il y a beaucoup de choses. On peut animer des dîners-galas, on peut animer des mariages, on peut animer des anniversaires. Mieux que ça encore, on peut jouer pour des festivals. Il y a des festivals comme le festival du Jamming Festival de Musicos. Actuellement, on est en train de préparer un festival qu'on appelle le Festival des Vents pour le mois de juillet, où il y aura sur la scène non seulement des saxophonistes, des trompettistes, mais toutes sortes d'instruments à vent. Voilà, donc ce sont des plateformes à encourager parce que ça permettra, on peut dire, aux musiciens de sortir, de s'exprimer, de se montrer leur talent en fait. Et le saxophone, c'est un instrument à apprentissage progressif ou dès qu'on l'a maîtrisé, c'est bon? Non, on apprend toujours. En musique, c'est ça le problème. En musique, on ne finit pas d'apprendre. On ne dit pas, bon, j'ai maîtrisé, puis c'est bon, jamais. Il y a toujours quelque chose à découvrir. Donc, on ne fait que bosser, on est dans un perpétuel recommencement. On ne fait que travailler, retravailler, retravailler.
Mais à quand, peut-être, pourquoi pas, un album typiquement saxo, à l'instar de Manu Dibango, Kenny G? Oui, justement, j'ai déjà fait un premier album. Je suis en train de faire un deuxième album actuellement. Voilà, le premier album, je ne l'ai pas vraiment, comment dire, pas vraiment promu. D'accord. Parce que c'était une typique reprise que j'ai fait. Mais après, j'ai bien voulu faire moi-même mes compositions pour moi. Donc, c'est le deuxième album que je suis préparé, qui bientôt sera sur le marché. Voilà. C'est super. En tout cas, on sera là pour pouvoir accueillir cette œuvre. Merci. Et nous, pour l'heure, on vous dit merci. Et puis, on va essayer encore de bénéficier de votre talent pour dire merci aussi à nos téléspectateurs qui partagent leur matin avec nous. Merci beaucoup. Yam Sax. Voilà, c'est du direct. Hein. Merci à Hassan pour cette aide. Et puis, on va démarrer dans quelques instants ces quelques notes que notre artiste nous a. C'est parti. La musique va venir. Voilà. Et c'est parti.